Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live, spécial expert. Donc je suis Carole, présidente, de l'association Recycle Optics, qui est une association à but non lucratif et qui a pour mission de créer la filière de recyclage de l'optique lunetterie et de sensibiliser à l'écologie dans notre industrie. Et accessoirement, je suis aussi la fondatrice du label Optic for Good. Mais c'est avec ma casquette de Recycle Optics que j'organise ce live en compagnie de Marie. Alors, je ne sais pas, Marie, elle est de quel côté pour vous? Moi, elle est de ce côté-là. Voilà, Marie, qui est chef de projet éco-conception. Elle va se présenter juste après mon petit pitch. Donc, aujourd'hui, nous sommes là avec vous en live pour parler d'impact environnemental et d'éco-conception de produits. Alors, pourquoi? Alors, aujourd'hui, nous connaissons l'impact exact de la fabrication d'un jeans, de la tomate venant d'Espagne ou de la crème pour notre visage. Mais pourquoi on ne connaît pas l'impact de nos lunettes? Donc, beaucoup de zones d'ombre, en fait, nous empêchent de calculer exactement ce chiffre. Et aujourd'hui, le consommateur averti est à la recherche de son impact personnel. Il faut rappeler que nous devons passer à 2 tonnes de CO2 par habitant en 2050. Et on est encore loin parce qu'on est à moins de 10 tonnes, 9,9 tonnes en France d'après Monsieur Jancovici. Mais sachez que, et c'est ça le grand pouvoir que l'on a, c'est que l'industrie impacte le 3/4 de l'empreinte carbone d'un particulier. Alors, en tant qu'opticien et en tant que lunetier, vous avez un impact important sur le consommateur et il est en droit de le connaître. J'avoue, pour la petite histoire, que j'ai essayé d'initier ce calcul d'impact environnemental en sollicitant il y a quelques années Éco-conception. L'ADEME, mes contacts que j'ai, m'ont fait comprendre que ce n'était pas à moi de le faire, mais aux fabricants, donc à vous. Alors aujourd'hui, notre experte du jour, Marie, va vous apporter toutes les informations pour que vous puissiez sauter le pas. Et donc, Marie, eh ben, déjà, bonjour et merci d'avoir répondu à mon appel pour ce live. Mais Et avec plaisir. je suis hyper ravie de pouvoir aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Et avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais que tu te présentes, Marie. Je peux te tutoyer, Marie? Oui, oui, pas de souci. Ouais. Donc, Ce sera plus Marie, je simple pour souhaiterais les que tu échanges. te présentes pour que tout le monde te connaisse. Merci. Alors déjà, bonjour à tous. Merci aussi, Carole, de m'accueillir pour ce temps ensemble. Alors pour me présenter rapidement, du coup, en effet, je suis chef de projet au pôle éco-conception depuis, plus de 3 ans, quasiment 4 ans maintenant. Alors qu'est-ce que le pôle éco-conception? Le pôle éco-conception, c'est une association, dont les adhérents sont des entreprises, des professionnels, des industriels. On existe depuis 2008 et on est le centre de ressources national pour l'éco-conception. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises, les industriels à réduire leur impact environnemental, réduire l'impact environnemental des produits et des services qu'ils mettent sur le marché. Et pour ça, on propose d'adopter ce qu'on va appeler une perspective cycle de vie, et finalement une vision globale sur l'ensemble du cycle de vie des produits, des services qui sont mis sur le marché. L'objectif derrière, c'est d'améliorer ce qu'on appelle la performance environnementale, c'est-à-dire réduire l'impact environnemental pour une même performance, pour une même fonctionnalité du produit, du service sur le marché. On travaille via 4 grands types d'actions. Premièrement, un premier volet d'action, c'est inspirer. Inspire, on essaye en tout cas d'apporter des éléments de sensibilisation, d'inspiration auprès des entreprises. Pour cela, on travaille avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en France, qui nous sollicite très régulièrement. On travaille avec eux pour produire ces éléments de sensibilisation, pour pouvoir aller au-devant de la communication avec les entreprises. On a un deuxième volet qui est aussi de stimuler. Pour cela, nous travaillons à un niveau plutôt régional pour diffuser et initier des projets de réduction d'impact environnemental dans les entreprises. On a un troisième volet qui est un volet d'action, agir. On est organisme de formation, donc on peut former les entreprises à ce qu'est l'éco-conception et à tout ce que ça amène derrière. Et on fait du conseil aussi, de l'accompagnement directement dans les entreprises
pour les aider individuellement, finalement, à sauter le pas. Et on a un dernier volet qui est un volet de consolidation, consolider. Qui dit centre de ressources dit ressources. Donc, nous produisons des ressources. On a un site internet qui permet d'écrire, qui est une base de connaissances assez importante sur ce qu'est l'éco-conception. Et pour l'alimenter, nous faisons de la veille, nous produisons des guides, des notes techniques, des notes de synthèse, des retours d'expérience aussi à valoriser, à destination soit du grand public, soit de nos adhérents, pour intégrer la démarche, pour connaître un petit peu tout ce qui se passe autour du monde de l'éco-conception. Et de mon côté, moi je suis basée dans la région Occitanie. Le pôle éco-conception est basé à Saint-Étienne et à Lyon maintenant, on est une quinzaine d'ingénieurs. Et moi je suis basée en région Occitanie pour animer très spécifiquement un programme qui s'appelle Oxymore, qui est soutenu par l'ADEME, la région et Valdelia, un acteur du territoire, et qui a pour but d'initier du coup les projets d'éco-conception dans l'ensemble des entreprises du territoire. Voilà pour ma présentation en quelques mots rapidement, et puis aussi celle du pôle éco-conception. Oui, 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 super, merci. Merci pour cette présentation. Donc on voit que le travail, du pôle éco-conception est, hyper, pointu et large. Je voulais savoir, ça c'est ma deuxième question, pourquoi il est important de faire cette démarche de connaître son empreinte environnementale? Alors l'éco-conception va au-delà de juste connaître son empreinte environnementale, c'est la connaître et l'améliorer derrière. Mais en effet, tu as raison, pour pouvoir l'améliorer, d'abord il faut la connaître. Il faut savoir où on en est, où on se situe dans le cycle de vie de ce qu'on met sur le marché, donc de lunettes par exemple, mais aussi où on se situe potentiellement par rapport à ses concurrents, aux autres acteurs qui vont être sur le marché. Ça a plein d'avantages de faire l'éco-conception, donc de mesurer et puis d'améliorer derrière l'impact environnemental. Le premier, c'est évidemment de réduire l'impact des produits et des activités humaines sur l'environnement, à une époque où, je rappelle quand même qu'il est urgent de pouvoir endiguer le changement climatique, et où surtout aussi des tensions apparaissent sur les ressources matérielles, sur l'énergie, sur l'eau notamment, qui sont des matières premières dont nous avons tous besoin dans notre vie quotidienne, mais aussi dans votre activité industrielle. Et ces tensions vont faire que certaines activités risquent d'être plus difficiles à venir, donc c'est important de s'en préoccuper dès maintenant. Ça permet aussi de mieux répondre à la demande du client de façon très terre à terre, parce que le client, le consommateur devient peut-être de plus en plus sensible à ces enjeux environnementaux, et ce, dans tous les domaines d'activité, ou en tout cas dans un grand nombre. Donc c'est important de savoir dans votre secteur ce qu'il en est. C'est important aussi de pouvoir anticiper des réglementations qui vont devenir contraignantes, sur la mise sur le marché des produits, sur la communication, la façon dont on va communiquer ces produits, enfin l'impact des produits que vous mettez sur le marché. C'est aussi important parce que cette démarche de mesurer l'impact et le réduire, ça vous permet finalement d'avoir une vision cycle de vie, donc avoir une vision plus globale et un peu différente de votre activité, que vous n'avez pas forcément l'occasion d'avoir toujours. Et, et ça vous permet de voir les choses différemment, d'avoir de nouvelles pistes d'amélioration, d'optimisation. Et c'est un facteur d'innovation, du coup, assez fort. Et deux derniers petits points beaucoup plus stratégiques, l'éco-conception, c'est vraiment une démarche qui peut vous permettre d'avoir des atouts stratégiques. Ça peut vous permettre de maîtriser des risques, notamment des risques d'approvisionnement en termes de matière, en termes d'augmentation des coûts, et recentrer votre activité parfois à des échelles plus locales, qui permettent d'avoir des fournisseurs qui vont être plus réactifs et avec lesquels ce sera plus facile de travailler. Et enfin, ça vous permet de vous différencier par cet apport d'une meilleure réponse aux besoins, à l'innovation et aux attentes des consommateurs notamment. Donc plein d'atouts à la fois très terre à terre sur l'impact, mais aussi des avantages qui ne sont pas forcément économiques, qui sont beaucoup plus stratégiques pour votre entreprise, pour votre marque derrière. Tout à fait. Moi, je suis convaincue et je tiens à rappeler, c'est un chiffre que j'ai posé, dans mes derniers posts, là, ces derniers jours, si vous me suivez. C'est que 71 des Français attendent que les marques communiquent et agissent en toute transparence. Ça donne l'importance aujourd'hui d'un consommateur, averti, éclairé, donc d'un consommateur, et donc il est intéressant de faire cette démarche. Et comment éco-conception
peut, aider, les marques qui nous écoutent, ou les entreprises qui nous écoutent? Est-ce que bon, le lunetier, celui qui fabrique les lunettes, il y a un intérêt, mais est-ce qu'un opticien aussi? Comment, et le pôle éco-conception peut les aider? Alors, il y a plein de façons de pouvoir, vous aider à faire de l'éco-conception. Déjà, il faut savoir quand on parle de la définition que finalement l'éco-conception va être sur une méthodologie assez, globale, mais aussi très, il y a des étapes qui existent, qui ont été définies, qui sont, reprises et soutenues, notamment par des normes. Donc il existe des procédés, des procédures pour faire de l'éco-conception qui sont assez cadrées avec des outils qui existent, qui vous permettent de, commencer les premières étapes de la démarche d'éco-conception, qui vont être de pouvoir connaître votre contexte, connaître le contexte dans lequel vous allez vouloir faire de l'éco-conception, pourquoi vous le faites. Puis ensuite, définir votre impact environnemental de votre situation de référence, de votre produit à l'instant T. Puis ensuite, comment on peut l'améliorer, quelles sont les pistes d'amélioration sur ces étapes-là, et sur les autres, comment on peut améliorer l'impact. Ensuite, une fois qu'on sait comment on peut améliorer l'impact, en général, on a plein d'idées qui viennent, lesquelles on va réellement mettre en œuvre parce que c'est celles qui permettent de vraiment donner une valeur ajoutée à votre produit. Ensuite, on vérifie que d'un point de vue environnemental, on a bien un gain par rapport à la situation de référence et ensuite on communique. Alors pourquoi je explique tout ça? Parce que ça permet aussi de voir à quelles étapes on peut vous aider. Cette démarche, elle permet de pouvoir, répondre de manière, cadrée à, une des questions, que l'éco-conception pose à l'entreprise, cherche à challenger l'entreprise. C'est finalement aujourd'hui votre activité rend une fonction, vous rendez, une fonction, un service à vos clients. Quelle est cette fonction? Quel est ce service? Et comment est-ce que vous pouvez rendre la même fonction ou une fonction améliorée avec un impact global environnemental qui sera plus faible, donc un impact plus faible sur l'environnement. Donc, le niveau de prise en compte de l'environnement dépend du contexte de l'entreprise, dépend de plein de choses et c'est là que, on peut, vous aider à faire le tri finalement et pouvoir passer, de l'étape de: «J'aimerais faire d'éco-conception, mais je ne sais pas trop comment», à l'étape de: «J'ai une feuille de route que je peux mettre en œuvre». On peut aussi, vous aider à être formé sur qu'est-ce que l'éco-conception, quelles sont les étapes de la démarche, comment je peux mesurer moi en autonomie, dans mon activité et quels choix je peux faire, quels choix éclairés je peux faire en termes de matériaux, de process de fabrication et cetera. On peut vous aider aussi à évaluer l'impact environnemental de vos solutions et justement vous aider à faire ces choix sur les meilleures actions possibles, sans forcément pouvoir le faire en autonomie, mais certaines entreprises souhaitent vraiment être accompagnées pour faire, ce travail-là. Et on peut aussi vous aider une fois que vous pouvez, que vous savez sur quoi travailler. Est-ce qu'il vaut mieux travailler sur, les matériaux, la recyclabilité, re-questionner un modèle, vous aider à, travailler sur, d'autres sujets autour de votre cycle de vie. On peut aussi vous aider à transformer les améliorations que vous avez réalisées en arguments de communication. Alors on parle de communication technique, on n'est pas des communicants, mais il existe des normes de communication environnementale qui permettent d'avoir des principes pour tendre vers l'irréprochabilité et éviter le greenwashing derrière. Donc il existe plein d'actions, qui sont plus ou moins engageantes. Tout dépend finalement de ce que, vous souhaitez en tant qu'entreprise. Heu, il existe du coup une démarche que je vous ai citée avec des étapes précises qui permettent de, bien avoir une démarche d'éco-conception cadrée, et qui soit, qualitative, qui permettent de bien dimensionner le projet, de bien mesurer l'impact et de trouver des solutions pertinentes. À partir de là, tout est possible finalement, vous aider avec un coup de pouce. Vous pouvez aussi avoir accès, en étant adhérent au pôle, à toute une base de données, à toute une base de documents importante pour, vous aider à initier ce projet et pour vous renseigner, vous documenter sur ce que ça peut, représenter pour vous derrière. Waouh! Plein de choses. Ça m'impressionne. Non, c'est super parce que ça donne vraiment, plein de possibilités à 360. On peut développer, vraiment pas mal de choses, avec le pôle éco-conception, donc ce sont des services, waouh, impressionnants.
Et j'aimerais savoir, est-ce que, parce que je pense que la question sera sûrement posée et en parlant de questions, n'hésitez pas à poser les questions, là, en même temps qu'on parle, en commentaire, donc comme ça on y répondra en direct. Mais j'avais, une question sûrement que quelqu'un va poser. Hem, Bien sûr, tout ça, tout ce travail-là a un coût. Est-ce qu'il y a des aides, qui peuvent permettre, de passer ce cap? Parce que des fois, on n'ose pas parce Mmh. que, on anticipe un petit peu les frais, mais est-ce qu'il y a des aides qui peuvent, aider? Oui, bien sûr. Il existe des aides financières qui peuvent vous permettre de, bah, financer une partie de votre projet, Oui. de réduction d'impact. C'est des aides qui sont, proposées, alors il y a plusieurs solutions. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, propose de nombreuses aides, sur le sujet. Des aides au diagnostic, via le dispositif Tremplin de l'ADEME, des aides à l'étude de faisabilité finalement, pour mettre sur le marché des produits et services éco-conçus, et aussi des aides potentiellement à l'investissement pour, la mise sur le marché de ces produits et services. Investissement pour améliorer un process de production ou pour, voilà, améliorer l'impact de votre site industriel. L'ADEME propose, du coup pas mal de choses sur le sujet. Certaines régions, mais là c'est très propre à la localisation, proposent aussi des aides financières, sur le sujet, mais là c'est vraiment, très spécifique à chaque territoire. Et il existe aussi, BPI qui propose depuis cette année un diag éco-conception qui est un accompagnement aussi assez long, assez, consistant, de l'entreprise, et qui permet de pouvoir, rédiger une feuille de route, des pistes d'éco-conception à mettre en œuvre et de pouvoir commencer leur mise en place. Donc aussi plein de solutions. En fait, l'éco-conception, c'est à tiroir. On est vraiment sur une méthodologie qui peut être à tiroir. On peut commencer, Mmh. on peut, tout faire de A à Z. On peut vouloir simplement, approfondir des éléments qui ont déjà été creusés dans l'entreprise. Tout dépend du profil de l'entreprise et de, sa maturité, d'où elle en est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il existe aussi des systèmes variés pour pouvoir essayer d'aider à tous les niveaux d'évolution et pour pouvoir aider à la fois des projets qui vont démarrer, qui vont pas forcément être conséquents, et des projets qui peuvent être beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus, demandeurs en termes de financement. Oui. D'accord, oui, donc ça propose, des alternatives qui nous permettent de mettre le pied, et j'aimerais qu'on arrive à trouver, l'argument, qui fait que, pourquoi c'est essentiel, de le faire? Je pense qu'on l'a dit, heu, avant, mais là, comme on vient d'expliquer justement tout le travail, Mmh. qui est fait chez Pôle Éco-Conception et on a entendu les aides qu'il y a, c'est quoi l'argument, qui fait que, voilà, demain je vous appelle? Bah, il y en a 2 déjà. Il y en a un qui est celui que j'avais cité au début, c'est qu'aujourd'hui on en a besoin parce que, Oui, dans les années à venir, dans les temps à venir, on aura vraiment, ce besoin de, sobriété, de réduction d'impact environnemental de ce qu'on fait. Et il y en a un autre qui est vraiment plus propre à chaque entreprise, qui est que finalement toutes les entreprises, ou une grande majorité de celles, qu'on connaît qui ont commencé à faire de l'éco-conception, disent que finalement mettre un pied dans l'éco-conception, c'est ouvrir une porte vers de nombreuses solutions. Et une fois qu'on a lancé un projet d'éco-conception, rares sont les entreprises qui vont arrêter, parce que lorsque la démarche est réussie, ça peut devenir un vrai moteur de l'innovation dans l'entreprise, une vraie source de motivation aussi pour les collaborateurs, et un véritable argument de vente qui va être très fort auprès des consommateurs. Donc on a vraiment, des avantages sur tous les plans, une fois que la démarche bien sûr est bien réalisée correctement. mmh. Oui, non, c'était bien de reciter ces 2 arguments-là après, t'avoir entendu, tout ça parce que ça permet de voilà, d'acter, sur l'importance de connaître toutes ces données-là et j'ai quelques questions, de personnes là qui ont été posées en commentaire. Mmh. Donc, par exemple, j'ai Gérard qui me demande, pour la transition écologique, la première mesure n'est-elle pas de produire moins? Alors si, Par bien rapport sûr, oui, ouais. Par rapport je suis à tout ce que entièrement tu peux d'accord, voir dans ces études, que tu fais, est-ce que c'est
cet argument-là est déjà importante? En effet, la première solution, c'est de produire moins, c'est d'aller vers un modèle de sobriété. L'idéal, ce serait que, tout le monde puisse le faire. C'est pour ça que, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des modèles économiques qui vont peut-être plus se prêter à, moins de produits mis sur le marché, mais une plus grande satisfaction des services, qu'on va pouvoir, mettre sur le marché, du coup. Parce qu'on peut, pour beaucoup, d'entreprises, pour beaucoup d'activités, remplacer la vente de produits par, une vente de services associés. Et là, on atteint, quand on parle d'éco-conception, on parle de différents niveaux d'éco-conception. On peut remettre en cause son modèle et son produit sur différents niveaux. Et du coup, il existe un dernier niveau qui est notre niveau 4, je n'ai pas le temps de tous les détailler, qui est vraiment aller remettre en question ce modèle économique et se dire comment finalement on peut rendre la même fonction mais sans vente de produits, en vendant en plus un système produit-service associé, par exemple. Et là, on va aller vers l'économie de la fonctionnalité. C'est ce qui va vraiment permettre cette façon-là, même si je suis entièrement d'accord que le premier, réduire l'impact au maximum, c'est finalement ne pas produire, parce que tout produit aura toujours un impact sur le marché. Et c'est pour ça que c'est important de se poser la question de la fonction du produit. Pourquoi on met un produit sur le marché? Est-ce qu'il est utile? À qui il est utile? Et du coup, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir ce produit, d'avoir cet impact? Et si oui, comment on fait pour que on puisse rendre cette fonction avec le moins d'impact possible? Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'ai une autre question, enfin même Fabienne m'en pose 2. Je vais commencer par la première. Est-ce qu'il existe des ACV, sur le cas des lunettes? Alors aujourd'hui, l'ADEME a publié beaucoup de bases de données d'ACV déjà réalisées hem, sur plein de produits de grande consommation, plein de biens assez vastes. Dans ces produits-là, aujourd'hui, il existe pas mal de solutions. Je ne suis pas sûre que ça a été fait pour une paire de lunettes en particulier, mais peut-être pour des dispositifs qui peuvent y ressembler. Il existe aussi d'autres façons d'autres bases de données qui permettent de s'en inspirer. L'ADEME fait des ACV, mais on a aussi peut-être plus d'infos, plus de données sur tout ce qui est base carbone de l'ADEME. Alors, c'est particulier parce que quand on parle de base carbone, on parle de l'impact carbone uniquement, alors que quand on parle d'éco-conception, on va parler en notion multicritères, c'est-à-dire on va parler uniquement de critères environnementaux carbone, mais aussi de consommation d'eau, d'électricité, de pollution sur l'environnement, de toxicité, etc. Donc c'est partiellement une réponse sur Mmh. laquelle vous pouvez trouver des choses aujourd'hui. C'est surtout aussi par rapport à ce que j'ai pu voir, parce que j'étudie ça quand même depuis quelques Mmh, années, c'est qu'il y a, c'est pas pour moi, au départ, j'ai pas remis le nez dedans, c'est pas assez précis pour la lunetterie. Par contre, il faut que la lunetterie commence à le faire parce qu'il y a des études qui vont se faire et du coup, cette base va s'alimenter et à être de plus en plus précis. Mais il faut qu'on commence, nous, en tant qu'optique, lunetterie, le faire pour pouvoir faire grossir cette base-là et attirer des personnes qui voudront, ou même vous, chez Pôle Éco-Conception, de pouvoir, faire ces études-là. Donc ça, tout c'est à fait. important. Oui. Souvent, on a besoin de l'industrie, en effet, pour des entreprises qui font financer des projets d'éco-conception avec des ACV à l'ADEME. Derrière, quand il y a des financements, en contrepartie, l'ADEME propose ou même demande parfois de pouvoir publier certaines des données, certains résultats, alors toujours respectant les contraintes de l'entreprise, pour pouvoir justement agrémenter ces bases-là, avoir des retours d'expérience et derrière pouvoir mieux servir l'ensemble de la filière et l'ensemble de Oui, l'industrie de façon large. OK. Fabienne me pose, aussi une autre question. Alors, j'ai pas tout à fait compris, mais je vais essayer de le redire. C'était par rapport à l'art, sûrement. Elle me demande quel est l'état de l'art à ce jour dans la connaissance des impacts dans le cycle de vie de fabrication, l'usage et quels sont les Mmh. impacts? Alors ça, c'est en lien avec, sa question sur la question sur les ACV, Fabienne, je pense. Excusez-moi, pardon.
Aujourd'hui, en fait, c'est lié avec, le fait d'avoir fait une ACV ou pas. Si on n'a pas fait une ACV, on ne peut pas forcément savoir qu'est-ce qui a le plus d'impact. Les matières premières, l'usage, la fin de vie et cetera et où sont les impacts. Ce qu'on, peut dire, concernant, le secteur des lunettes, c'est que, il y a pas d'impact à l'usage en soi. La lunette n'est pas un produit qui va être consommateur d'énergie, consommateur d'eau, heu, qui va nécessiter des consommables. Donc c'est peut-être pas sur cette phase-là qu'on aura le plus d'impact. C'est peut-être plus sur la partie, c'est sur la fabrication, donc matières premières, l'ensemble matières premières, fabrication et peut-être aussi logistique. C'est ces 3 étapes-là qui vont peut-être concentrer la majorité des impacts. Sans avoir fait, d'études et sans avoir, trouvé d'études sur le sujet, je pourrais pas vous donner un ordre de grandeur parce que ça va aussi Mmh. dépendre de plein de choses, de la matière, ça va dépendre du lieu de production, ça va dépendre des, procédés de fabrication aussi. Donc là-dessus, c'est difficile de vous donner une réponse parce qu'il existe une multitude de produits et de sera pas sur l'usage, ce sera plutôt sur les étapes, hem, en amont, c'est-à-dire matières premières qui sont utilisées, process de fabrication et usage derrière. Et je vois, une personne, François, qui rebondit en disant que, Greenfib avait fait une ACV sur des lunettes et le principal impact était à la matière. Donc ça, merci, ça reboucle assez bien, et ça nous donne des précisions même sur, ce que je viens de vous dire. Super. Merci, on approche de la demi-heure, de live. On essaie de faire des lives de 30 minutes. Je n'ai pas vu d'autres questions, se poser, mais en tout cas, au fil de la journée, dans le replay, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. En tout cas, merci beaucoup Marie pour, toutes tes explications, toutes tes lumières sur, ce sujet, d'impact environnemental. Et je vais mettre en commentaire de cette vidéo, le contact professionnel Mmh, de Pôle Impact, de Pôle pardon, pour de Pôle l'éco-conception. Éco-conception, j'ai fait un mélange avec l'ADEME. De Pôle en commentaire, si les marques sont intéressées de travailler sur ce sujet, avec vous, chez Pôle Éco-conception, Mmh, j'espère, donc je croise les doigts. J'espère que aussi ça vous a plu, ce thème vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur, j'aime, sur le replay, sur les vidéos, qui va être mis aussi sur YouTube pour augmenter la visibilité du combat, de nos combats chez Recycle Optics. Ce live donc du coup est enregistré, donc pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin à 9 heures, pourrez le visualiser sur notre chaîne YouTube Recycle Optics. Comme je vous disais, continuez à poser vos questions en commentaire de cette vidéo et nous essaierons de vous répondre au mieux et dans les meilleurs délais. En tout cas, à très bientôt pour un prochain live et encore merci beaucoup Marie. merci beaucoup Carole pour l'accueil et puis, n'hésitez pas en effet, peut-être, à bientôt. Oui, au revoir tout le monde. Au revoir.